Bonsoir à tous, merci de suivre NCI, voici les titres. Bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur privé de Côte d'Ivoire, les primes de transport mensuelles seront révalorisées suite à un arrêté du ministre en charge de l'emploi. Les principales centrales syndicales saluent la mesure, vous les entendrez dans ce journal. Le chef de l'État vise une victoire de son parti dès le premier tour de la prochaine présidentielle. Lors d'une cérémonie hier à Treichville, Alassane Ouattara a dénoncé des faux débats au sein de la classe politique. Dans l'actualité sanitaire, cet hôpital construit en un temps record dans la ville de Wuhan, épicentre du coronavirus. L'infrastructure sanitaire érigée en 10 jours pour accueillir les nouveaux cas de la maladie fonctionnelle depuis ce matin. Tout d'abord, cette bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur privé en Côte d'Ivoire. Après la révalorisation du SMIG et l'instauration d'un SMAG pour les entreprises agricoles, ils bénéficient désormais de primes de transport mensuelles revalorisées. L'arrêté signé du ministre de l'Emploi qui consacre cette augmentation est bien apprécié. Les dirigeants des centrales syndicales que l'une de nos équipes a rencontrées ce lundi saluent une autre avancée dans le monde du travail ivoirien. Thiemé Dandier, Fulgence Kissiedou. Bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur privé ivoirien. Le gouvernement vient de satisfaire à l'une de leurs fortes attentes, la revalorisation des primes de transport. Dans un arrêté signé du ministre en charge de l'emploi, Pascal Abinankwakou, les primes de transport connaissent une hausse de 5 000 francs CFA pour les travailleurs exerçant dans le district d'Abidjan, 4 000 francs CFA à Bouaké et 3 000 francs CFA dans les autres localités de l'intérieur du pays. Les leaders des centrales syndicales saluent cet autre pas posé par le gouvernement en faveur des travailleurs. Le chef de l'État traduit dans les faits l'année du social. Parce que quand on dit année du social, il faut le matérialiser. Et un des actes que le chef de l'État pose, c'est celui de revaloriser la prime de transport pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Cette revalorisation apparaît comme une sorte de satisfaction qui vient apporter un plus l'ensemble des travailleurs ivoiriens. Ça, c'est vraiment une bonne affaire. Parce que généralement, on parle de la cherté de la vie, mais une mesure de ces genres est un peu une solution à la question de la cherté de la vie. Mais le président de la centrale Dignité regrette l'exclusion des fonctionnaires. C'est un ministre du gouvernement qui a signé l'arrêté. Les fonctionnaires et agents de l'État sont aussi un autre type de travailleurs. Et donc, pour nous, Dignité, on aurait souhaité que, quand une mesure de ces gens est prise pour les travailleurs du secteur privé, là, qu'on regarde aussi du côté des fonctionnaires agents de l'État. Le secrétaire général fédéral de la FESACI dit n'y voir aucune exclusion. L'analyse ne doit pas se faire en termes de terminologie qui pousse à faire croire comme si c'est une sorte d'exclusion. Cette rivalisation concerne spécialement le secteur privé. Par contre, une autre démarche de ce type peut être entreprise pour les travailleurs du secteur public. Les choses se font par étapes. Si le privé a eu sa part, c'est sûr qu'avec la négociation intelligente, le public aussi en aura. Les primes de transport revalorisées viennent s'ajouter à la liste des grandes décisions prises par le gouvernement d'Alassane Ouattara pour l'épanouissement des travailleurs. Ces derniers bénéficient déjà d'un SMIG revalorisé passé de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA et du SMAG, salaire minimum agricole, qui a été revalorisé de 5% à 15% sur les salaires par secteur d'activité. Le chef de l'État vise une victoire de sa formation politique dès le premier tour de la prochaine présidentielle. Lors d'une cérémonie hier à Treichville, commentant les dernières évolutions de l'actualité nationale, Alassane Ouattara a dénoncé des faux débats au sein de la classe politique. Pierre Dipomela. Devant des milliers de militants du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, venus lui présenter leurs vœux, le président Alassane Ouattara a fait le tour de l'actualité du pays, notamment les sujets qui fâchent. Concernant le projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, les faits sont là. Vous les avez entendus, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute là-dessus. Je voudrais saluer
la vigilance des forces de sécurité et je ne voudrais pas m'étendre là-dessus parce que la question est aux mains de la justice. La question de la recomposition de la CEI, la commission électorale indépendante, réclamée par une partie de l'opposition ivoirienne, est un faux débat, selon le président Ouattara. Vous savez que la recomposition a été faite conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le RHDP a pris une part active au dialogue. Ces rencontres ont rassemblé les principales formations politiques et organisations de la société civile et cela a permis d'aboutir à la commission électorale d'aujourd'hui. Immanquablement, le président est aussi revenu sur la bonne santé de l'économie ivoirienne, saluée récemment à Londres lors du sommet Royaume-Uni-Afrique. Ma fierté était grande à Londres. Londres, ce n'est pas Paris. Les gens diront, oui, à Paris, on a beaucoup d'amis. Mais à Londres, la Côte d'Ivoire a été plébiscitée pour ses performances économiques et sociales. Ce rassemblement des militants du RHDP se tient au moment où une partie de l'opposition a elle aussi battu le rappel de ses troupes 24 heures avant à la place Figayo de Yopougon. Ces différentes mobilisations et démonstrations de force annoncent les couleurs d'une année électorale sur fond de recomposition du paysage politique ivoirien. Abidjan, capitale du commerce de l'électricité, le temps d'une réunion. Elle réunit des ministres de 6 pays d'Afrique de la région, Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée, Libéria, Mali et Sierra Leone. Les difficultés de paiement dans le cadre du commerce transfrontalier de l'électricité en Afrique de l'Ouest, au menu des échanges. Salifi Alekwe, Mathieu Rimbadé. Abidjan est la capitale de l'électricité de la sous-région ouest-africaine pour 48 heures. Une réunion des experts et des ministres en charge de la question se sont penchés sur la sécurisation des paiements relatifs au commerce de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Le ministre ivoirien du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, hôte de cette rencontre, a été un peu plus précis sur les enjeux ce matin. Les travaux de ce jour porteront principalement sur 2 points. La création d'un fonds axé sur le commerce de l'électricité dans la région afin de renforcer la liquidité des acteurs. La mise en place d'un programme d'appui budgétaire régional de la Banque mondiale axé sur l'ensemble des réformes nécessaires à mettre en place pour la sécurisation des paiements. La situation dans la sous-région est alarmante. Elle préoccupe d'ailleurs la communauté économique et monétaire ouest-africaine, CEDEAO, qui y voit un frein au développement de la zone. Aucun développement économique durable ne peut se faire sans une énergie abondante, disponible, durable et abordable. La Banque mondiale, à son tour, exhorte les États membres de la CEDEAO à la création d'un marché régional de l'électricité. La Banque mondiale estime que le commerce de l'électricité en Afrique de l'Ouest pourrait générer des économies dans la fourchette de milliards de dollars pour la sous-région. En Côte d'Ivoire, la capacité de production a augmenté de 60% entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 mégawatts. Ce chiffre devrait doubler dans les prochaines années, selon les autorités, avec environ 11% de la production nationale brute d'électricité exportée vers 6 pays membres de la CEDEAO, à savoir le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. Dans le reste de l'actualité, à l'étranger, 20 personnes ont perdu la vie piétinées dans une bousculade pendant un service religieux évangélique dans un stade de la ville de Moshi, au nord de la Tanzanie. Yeli Traoré. Une bousculade a fait 20 morts hier dimanche dans un stade au nord de la Tanzanie. La foule assistait à une cérémonie de prière dirigée par Boniface Mwamposa, qui se surnomme l'apôtre et qui dirige un mouvement évangéliste appelé Lève-toi et brille Tanzanie. La bousculade a eu lieu au moment où le prédicateur populaire a versé de l'huile sainte sur une terre boueuse dans un stade à ciel ouvert. Des fidèles se sont ensuite
précipités pour toucher cette huile dans l'espoir d'être guéris de leur maladie, mais une vingtaine de personnes ont perdu la vie après avoir été piétinées dans la bousculade. La prière s'est bien passée, mais quand on a quitté le terrain après les sermons, il nous a conseillé de marcher dans l'huile qui avait été versée près du portail dans le cadre de la bénédiction. Comme il y avait beaucoup de monde et que tout le monde avait du mal à se marcher dessus, beaucoup de gens sont tombés, surtout les jeunes qui ont été piétinés par les autres, dont moi-même. Le ministre de la Sécurité intérieure dénonce le comportement du pasteur qui a été arrêté et annonce des mesures strictes pour mettre fin à ces agissements qui menacent l'ordre public dans le pays. En tant que gouvernement de ce pays, nous prendrons des mesures strictes à son encontre. Ça nous attriste de voir le nombre énorme de personnes qu'il a réussi à rassembler dans un endroit aussi petit. Le pire étant, quand il leur a donné l'instruction de faire des choses sans se soucier de leur sécurité. C'était sa première responsabilité d'assurer la sécurité de ces personnes. Nous veillerons à ce qu'ils soient tenus responsables de cette grande perte. Depuis quelques années, la Tanzanie connaît une augmentation du nombre de pasteurs de l'évangile de la prospérité qui promettent des remèdes miracles et de guider des gens vers la prospérité. Le président tanzanien, John Magufuli, a fait part de sa tristesse après le drame. Et cette attaque meurtrière des terroristes affiliés à l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont tué 3 soldats lors d'une attaque dans le nord-est du Nigeria. Information confirmée par plusieurs sources sécuritaires. Les insurgés ont fait irruption vendredi soir dans la ville d'Askira à bord d'une douzaine de véhicules équipés de mitrailleuses, provoquant des affrontements avec l'armée et une milice d'autodéfense. Au Cameroun, les législatives et municipales auront lieu le 9 février prochain. Les partis candidats à ces élections font campagne dans les rues de Buea sous forte présence policière, malgré les violences liées à la crise indépendantiste anglophone dans l'Ouest et aux attaques terroristes dans le Nord. Les principaux partis politiques organisent des événements à travers tout le pays. Depuis samedi, les partis camerounais candidats aux élections législatives et municipales ont débuté leur campagne dans les rues de Buea, sous une forte présence policière. Malgré les violences liées à la crise indépendantiste anglophone dans l'Ouest et aux attaques djihadistes dans le Nord, le parti de la majorité présidentielle, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et le principal parti d'opposition à l'Assemblée, le SDF, le Front social-démocrate Front, organise des événements à travers le pays. Il y a toujours des menaces, comme vous le savez. On parle de risques, mais je pense qu'on parle de risques vraiment calculés parce que ces gens, si tous ces gens restent à la maison, comment ils vont nourrir leur famille? Il faut que les gens sortent. Et il faut aussi qu'on donne la confiance aux gens qu'on va changer le système pour assurer beaucoup mieux, beaucoup la sécurité des personnes. Tous les gens seront en brousse, hein? Mais on ne connaît pas comment ça va arriver parce qu'on a défriché, on a trouvé tout, vous voyez que les gens viennent dans la vie, il n'y a pas personne. Maintenant, quand on dit qu'il y a les élections de 9 février, on ne connaît comment ça va même passer. Ces régions chaudes du Cameroun bénéficient d'un statut spécial dans un contexte sécuritaire tendu. Le statut spécial pour ces deux régions est déjà une loi promulguée par qui de droit. Maintenant, la tâche revient à nous tous, citoyens de ces pays, d'appliquer ces lois et de faire en sorte qu'à travers les termes de cette loi, la paix revienne par ici. Le 9 février prochain, les populations se rendront dans les bureaux de vote. Une trentaine de partis politiques, la plupart se réclamant de l'opposition, sont en lice pour 180 sièges de députés. Le parti de la majorité présidentielle, le RDPC, qui jouit actuellement d'une majorité écrasante avec 148 députés, est le grand favori. On termine avec l'actualité sanitaire. Un hôpital construit en un temps record dans la ville de Wuhan en Chine, épicentre du coronavirus. L'infrastructure sanitaire érigée en 10 jours pour accueillir les nouveaux cas de la maladie est fonctionnelle depuis ce matin. Yéli Traoré.
Ouverture ce lundi du premier hôpital, construit en 10 jours à Wuhan, dans la province centrale de Hubei, en Chine, afin d'accueillir les malades affectés par le coronavirus. Face à un système hospitalier débordé, la ville va accueillir aujourd'hui les premiers malades. 1400 membres du personnel médical des forces armées seront chargés de traiter les patients. Les experts de notre équipe ont une expérience professionnelle dans des disciplines telles que la virologie et la microbiologie de l'air et ont effectué des travaux de prévention et de contrôle de grandes maladies infectieuses émergentes à de nombreuses reprises. En plus d'aider et de guider la détection des virus à l'hôpital, de fournir des conseils en matière de protection biologique et de promouvoir la vérification clinique des résultats physiques existants, nous irons également en première ligne pour optimiser le processus en améliorant la vitesse de détection et en dépistant rapidement les cas suspects. Un autre hôpital, encore plus grand, avec 1600 lits, est en construction dans la ville de Wuhan. Il devrait ouvrir ses portes dans quelques jours. Avec 361 morts en Chine continentale, le bilan du nouveau coronavirus y dépasse désormais celui du SRAS, qui avait fait 349 victimes entre 2002 et 2003. Le gouvernement chinois, qui admet des insuffisances dans sa réaction, a reconnu ce jour avoir un besoin urgent de masques de protection pour faire face à l'épidémie. Depuis hier soir, nous avons préparé notre capacité de production à plus du double de l'échelle. Nous avons préparé les matières premières et commencé à augmenter la production et l'approvisionnement. De nombreuses entreprises s'inquiètent de la possibilité d'une surcapacité à l'avenir. Nous leur avons dit que le gouvernement collectera et stockera le surplus de production après l'épidémie. Avec des cas signalés dans plus de 20 pays, l'épidémie du coronavirus a pris des proportions d'une urgence sanitaire à portée internationale, selon l'expression employée par l'Organisation mondiale de la santé la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal réalisé par Moussa Doumbia et François Ossorou. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous demain, 19h50.